Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une voix est libre qui regarde vers l'avenir aujourd'hui, vers un projet, un grand projet qu'on nous a beaucoup annoncé mais qui se fait désirer. Je veux parler du canal Seine-Nord, 106 km de voies fluviales qui partiraient de Compiègne pour rejoindre Cambrai. Vous allez le voir, une carte fluviale, une voie fluviale grand gabarit accessible à des bateaux qui peuvent transporter plus d'1 millier de tonnes de marchandises et qui sont déjà très utilisés chez nos voisins de Belgique ou des Pays-Bas, mais aussi dans une moindre mesure en France. Il permettrait de relier le bassin parisien aux grands ports du Nord, que ce soit Dunkerque, Anvers ou Rotterdam. Alors, ce projet a 20 ans, il a eu du plomb dans l'aile à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, le Premier ministre Manuel Valls l'a dit à Arras il y a quelques jours, il a donné des dates. Les travaux, ce sera pour 2017, la mise en service pour 2023. Stéphane Demilly, est-ce que vous y croyez ? Oui, j'y crois parce que je suis quelqu'un de résolument optimiste. Pour autant, donc je donne du crédit au Premier ministre, pour autant je suis quelqu'un de réaliste. Et vous le disiez vous-même, ce canal a 20 ans et on a tout le temps soufflé le chaud et le froid sur ce dossier depuis maintenant 20 ans, avec une première pierre, rappelez-vous, entre guillemets, qui a été posée il y a maintenant quelques années. On a dépensé 300 millions d'euros pour ce projet. On a fouillé sur plan archéologique 1000 hectares, il en reste 400 à fouiller. Donc j'espère maintenant qu'effectivement on va le voir sortir et qu'on va cesser de se creuser les méninges pour enfin creuser le canal. Alors, je m'adresse à vous en premier puisque vous avez été en pointe sur ce dossier. Depuis le début, vous avez fait partie du Grenelle de l'environnement et vous êtes député UDI de la Somme. Vous êtes un des plus fervents défenseurs de ce projet. Face à vous, Christophe Porquier, bonjour. Vous êtes vice-président Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Vous êtes plutôt un des plus nets opposants au canal et vous dénoncez un projet absurde et coûteux. Alors, Michel Dourlan n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Bonjour Michel Dourlan. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Vous êtes batelier vous-même. Un canal a besoin de bateaux. Vous allez nous dire un petit peu, vous nous donnez votre regard professionnel sur ce projet. Et puis, face à vous, Sébastien Hormans, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CGPM Picardie et vous représentez les petites et moyennes entreprises dans la région. Alors, je vous invite parce on va essayer d'être le plus efficace possible et donc de s'en tenir à un sujet, l'emploi autour du canal Seine-Nord. Donc, on ne va pas parler financement, on ne va pas entrer dans les détails écologiques, malheureusement, mais on va se poser une seule question. Est-ce que ce projet va permettre le développement économique de notre région? Est-ce que c'est un pas vers l'emploi grand gabarit? Alors, on a une petite demi-heure devant nous pour essayer d'y voir plus clair. Mais avant ça, je vous propose d'écouter notre Premier ministre, Manuel Valls. C'était à Arras le 26 septembre dernier. Je pense d'abord aux 12 000 à 14 000 emplois directs et indirects à venir pour la réalisation de ces infrastructures. Un projet qui se situera entre 4,5 à 4,8 milliards d'euros. C'est le niveau de ce projet, un projet structurant pour les transports, un projet essentiel pour l'économie et l'emploi, un projet dont le caractère écologique, le développement durable sont essentiels. Christophe Porquier, est-ce que vous le sentez convaincu, là, le Premier ministre ? Je crois qu'il répète ce que beaucoup d'acteurs ont dit depuis des années, à savoir que c'était le chaînon manquant, que c'était quelque chose de structurant, que ça allait créer des emplois, remplacer des camions. Et il y a une espèce de pensée un peu magique du canal qui laisserait penser que c'est la solution à tous nos problèmes. Bon, il répète ça, beaucoup de gens disent ça, de bonne foi, je pense, pour certains, parce que tout le monde cherche à trouver des solutions à la crise de bonne foi. Mais je pense qu'il faut ouvrir le dossier, regarder exactement quelles sont les données du problème, le financement. Et le vrai sujet, vous avez raison, c'est l'emploi. Est-ce que ce canal va permettre de répondre à une problématique d'emploi et de développement sur le territoire? Alors justement, je ne crois pas. On n'est pas dans la magie. On dit 12 à 14 000 emplois pendant la réalisation du canal. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Hormans ? Écoutez, c'est vrai que c'est une perspective très, très attrayante, très attractive pour les entreprises du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et de l'Île-de-France. Je pense qu'il s'agit d'être prudent. Nous, on est vraiment enchantés par cet équipement pour toute une série de raisons. La création d'emplois à terme pour faire fonctionner les infrastructures, on est convaincus. Maintenant, les emplois français pour le chantier, nous sommes un peu plus dubitatifs. C'est ça. Là, pour l'instant, on va parler de l'étape chantier, donc les
les 6 ans Voilà. entre 2017 et 2023, ça va aller à qui ces emplois? Alors je crains que malheureusement, dans la mesure où aujourd'hui le coût horaire d'un salarié polonais ou roumain est d'environ 13 € et le coût horaire d'un salarié français est de 26 à 30 €, je pense malheureusement que les grands groupes qui seront chargés de réaliser ce chantier feront un choix rapide, comme ça a été le cas pour le CHU d'Amiens Sud, où on a trouvé énormément de salariés qui étaient d'origine étrangère, qui travaillent très bien, hein. Rien à dire sur la qualité de leur travail, très content de les accueillir, mais il est vrai qu'avec un pays qui souffre d'un chômage endémique, on aimerait avoir des solutions pour créer de l'emploi localement. Stéphane Demilly? Écoutez, quand on regarde, comment dirais-je, ce qui s'est déjà passé sur des chantiers de cette importance, on sait que grosso modo, il y a un tiers d'emplois directs locaux qui sont créés. Bien sûr, M. Armand a raison, il y a des emplois qui viennent de l'étranger, malheureusement. Mais il n'y a pas que les emplois du génie civil, il y a aussi tous les emplois induits. Je pense notamment à l'hôtellerie, à la maintenance des engins de travail sur le chantier. Donc globalement, on sait qu'on aura au moins plusieurs centaines d'emplois qui seront créés localement. Et c'est quand même une bonne chose dans une région qui souffre beaucoup, comme vous le savez. Christophe Porquier, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, c'est pas si simple. Je pense que quand il y a un appel d'offres européen pour un projet de 4,5 milliards, c'est une multinationale qui va s'entourer près de prestataires, qui va organiser sa chaîne de sous-traitance et qui, même sur l'hôtellerie, sur la restauration, va apporter ses préfabriqués, ses équipes, sa chaîne traditionnelle qu'elle va déplacer d'un autre chantier important. Et l'emploi local, c'est une proportion bien moindre. D'ailleurs, j'observe que les chiffres bougent beaucoup, puisque le rapport Pauvreau, c'était 10 000 à 13 000 emplois. Maintenant, on entend 12 000, 14 000. Enfin, on est une espèce de course à l'échalote où on joue un peu avec les nombres d'emplois. Non, je pense que là-dessus, il faut être un peu plus sérieux dans ce qui va se passer. Effectivement, l'emploi local ne bénéficiera pas au premier chef de ces travaux, pour un coût très important. Parce qu'il faut aussi dire que 14 000 emplois pour un chiffre de 4,5 milliards, c'est quand même cher l'emploi, hein. Ça veut dire qu'on est sur des enveloppes de 250 000 à 350 000 euros par emploi. De cet argent ? Après, il y a d'autres solutions qui peuvent être développées par rapport à un projet d'infrastructure comme celui-là. Moi, je pense qu'il faudrait être sur l'aspect transport. Le problème du canal Seine-Nord, c'est qu'on dépense 4,5 milliards sur un seul équipement. On pourrait, avec la même somme, développer le fret ferroviaire, développer les infrastructures portuaires françaises, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout le port de Rotterdam qui va bénéficier de cet équipement, ce qui est quand même un peu dommage pour le port du Havre ou le port de Dunkerque. Par exemple, le Lyon-Turin, les écologistes sont contre, alors que c'est pareil, c'est beaucoup de budget, mais pour du ferroviaire cette fois-ci. Parce que aussi, le Lyon-Turin, c'est aussi une somme colossale. On est à plus de 8 milliards d'euros. Donc les deux mis bout à bout, ça fait 13 milliards d'euros. Et donc on aura 2 équipements en France, et le reste des équipements nécessaires en France, qui nécessitent aussi des travaux, de l'emploi, des résultats, toutes les lignes de chemin de fer, les transports collectifs, tout le RER dans le bassin parisien, tout ce qu'on peut faire pour les déplacements, pour isoler les logements. Et là, on peut parler de création d'emplois en termes de création de logements, hein. Si on met 4,5 milliards dans le bâtiment, si on fait une comparaison, ce n'est pas 14 000 emplois qu'on crée avec les travaux, c'est 100 000. Si on met 4,5 milliards d'argent public, et si on ajoute à ça l'investissement privé qui viendrait si on rénove un HLM, une maison, etc., on démultiplie encore cette création d'emplois. Alors entre 14 000 emplois pour 4,5 milliards ou 100 000, je crois que il y a des arbitrages qui aujourd'hui, pour moi, ne prêtent pas à question. Sébastien Romans, vous disiez tous les emplois iront à des entreprises multinationales. Mais est-ce qu'on a en Picardie les moyens de fabriquer ce chantier de telle envergure ? Alors, nous avons des entreprises qui travaillent très très bien dans le domaine du génie civil en Picardie et qui seraient capables notamment d'étendre leur force de frappe pour ce chantier. Donc on peut tout à fait, s'il y a une volonté politique, mais qui se traduit par des actes, pas seulement une volonté politique d'apparat, si nous avons effectivement cette volonté politique, on peut inclure dans les appels d'offres des clauses imposant des emplois locaux. Alors, nos voisins européens le font. En France, on a beaucoup de mal à le faire, puisqu'on applique la règle avec le doigt sur la couture. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a un vrai potentiel d'emploi, un vrai gisement d'emploi et un vrai espoir pour les entreprises locales.
Et Stéphane Demilly. Juste une réaction. Je vois les images en fond du chantier. Je rappelle quand même que sur les 300 millions d'euros qui ont déjà été investis, ça a bénéficié donc à un grand nombre d'acteurs locaux. Donc on a déjà créé des emplois grâce à ce canal Seine-Nord. Donc on a aussi le droit de regarder dans le rétroviseur pour avoir un peu plus de clarté sur le pare-brise frontal. Ça fait tellement d'argent qu'on se dit qu'on ne va pas revenir en arrière non plus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on parle des emplois lors du chantier, mais il y a bien sûr tous les emplois qui vont être créés à l'issue du chantier avec les fameuses plateformes multimodales qui vont être à Cambrai, à Noyon ou à Nesle. On va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on entende M. Dourlan sur le sujet du chantier. Les bateliers, leur travail, ça va venir une fois que le canal sera fait ou déjà pendant le chantier, il peut y avoir du travail pour les bateliers? Non, pendant le chantier, on va déjà avoir du travail au niveau des bateliers. J'espère qu'on ne va pas prendre de chemin de fer pour faire le canal. On a là des bateaux qui sont à la disposition. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Les bateliers ne sont pas toujours sollicités pour ces grands chantiers-là, si? Il n'y a pas de grand chantier aujourd'hui en France. On parle aujourd'hui de Seine-Nord. On a aujourd'hui 3 grands bassins au niveau de la France. Les 3 grands bassins ne sont pas reliés entre eux. On peut parler du bassin du Rhône, du bassin du Nord-Pas-de-Calais, du bassin de la Seine. Aujourd'hui, on parle de Seine-Nord, on pourrait parler de Seine-Saône ou parler aussi de relier Saône-Moselle. C'est ça, parce pour quelle raison? Il y a des bateaux, vous me disiez, il y a des entreprises picardes qui en fait travaillent dans le sud de la France parce que là, il y a du grand gabarit, mais par contre, elles sont bloquées à la hauteur de Compiègne, elles s'arrêtent parce qu'elles ne peuvent pas remonter. Tout à fait. On a aujourd'hui entre 100 et 150 entreprises de domiciliées en région Picardie qui travaillent sur le bassin rhodanien, mais seulement étant donné que les réseaux ne sont reliés que par le gabarit fraissiné de 39 mètres, qu'il n'y a pas de grand gabarit, les gens restent bloqués sur les bassins. Donc, dans le transport fluvial, dans l'aménagement du territoire, tout est à faire. Autant on a fait des travaux au niveau du chemin de fer qu'on n'a rien fait pour le transport fluvial. Donc, des emplois, il y a de quoi en développer. 20 000 km de connexion grâce à ce projet de 106 km. Donc on va justement parler de l'exploitation de l'après. Une fois que ce chantier serait arrivé à son terme, on espère qu'un jour ça arrivera, en tout cas peut-être pas Monsieur Porquier. Est-ce qu'on a les bateaux en France, Michel Dourlan, pour assurer le commerce sur ce canal? Alors justement, c'est aussi créateur d'emplois. On a aujourd'hui en Picardie des chantiers, c'est à Pont-l'Évêque, c'est à Longueuil-Annel, on a des motoristes, on a des menuisiers. Donc il y a des possibilités de relancer aujourd'hui des chantiers et récupérer aussi un savoir-faire qu'ont aujourd'hui les pays du Nord. Donc il y a des emplois à créer. Et puis il faut aussi... on construit l'Europe, on parle de canal Seine-Nord-Europe. Il faut aussi qu'on va vers une harmonisation sociale et fiscale, de façon à ce que nos entreprises soient à armes égales. Le fluvial est un petit monde, donc l'Europe peut peut-être essayer de l'utiliser en harmonisation. Nos voisins européens ont un peu plus d'expérience que nous dans le fluvial. On va voir les chiffres. En France, le fret fluvial, c'est entre 2 et 4% du transport de marchandises. C'est 12% en Allemagne et 31% aux Pays-Bas. Et pourtant, on a un des plus grands réseaux d'Europe, un des plus grands réseaux fluviaux. Est-ce que ça, c'est pas une occasion à saisir, Christophe Porquier? Il faut développer le fluvial en France, mais c'est vrai que le réseau existant aujourd'hui, il a été laissé à l'abandon depuis des années. Et c'est aussi sur ce réseau qu'il faudrait s'appuyer, en complémentarité avec le ferroviaire et avec les ports, pour pouvoir avoir une offre de transport cohérente avec des investissements raisonnables. Là, on parle du grand gabarit, mais de quel gabarit parle-t-on? Puisqu'il s'agit d'un canal à 4400 tonnes. Or, le gabarit qui est de tirant d'eau et tirant d'air, enfin disons que les barges qui peuvent passer au nord de ce canal sont de 3000 tonnes. Elles ne peuvent pas déboucher au nord, combien même on le construirait. Donc on est dans des choix qui sont quand même techniquement très discutables. Au sud, c'est pareil d'ailleurs. Des ponts qui ne répondent pas à la hauteur de conteneurs, parce qu'on ne peut faire passer que 2 conteneurs. Donc on a des chiffres, des estimations de tonnage, des estimations d'emploi qui sont calculées sur les tonnages, qui sont toutes complètement biaisées, parce qu'on parle comme ça de grand gabarit, ça semble passer sous le sens, mais quand on rentre techniquement dans les choses, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué et que finalement, ça ne marche pas. Il y a plusieurs grands gabarits, Michel Dourlan. Ce que je peux aujourd'hui tout simplement expliquer, c'est que si on regarde aujourd'hui la rivière de l'Oise, au départ de Compiègne, toutes les écluses sont déjà en 180 mètres par 12. Alors effectivement, il y a des aménagements à faire dans le projet Magéo, de façon à couper certaines courbes, mais c'est une possibilité. Mais c'est 200 millions de plus. Comment? C'est 200 millions de plus. Aujourd'hui, les écluses sont en place. Ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours non plus des convois de 4500 tonnes. Aujourd'hui, on a des bateaux qui sont de 2800 tonnes, qui sont des bateaux qui sont faits au niveau des Pays-Bas. Et ne pas oublier que dans les emplois, on va aussi garder ce qui est du petit réseau, de façon à alimenter le grand gabarit. C'est quelque chose aussi d'important au niveau du réseau existant. 6500 km de voies navigables. En fait, vous voulez dire qu'il y a déjà des équipements qui existent, qui peuvent accueillir des grands bateaux et que pour l'instant, ils ne sont pas utilisés? Aujourd'hui, ils sont très peu utilisés. C'est le fait de toujours avoir abandonné le fluvial au niveau de toutes
tous les politiques. Alors aujourd'hui, il y a quelques politiques qui s'y intéressent, mais dans le fluvial, il y a plein de choses à faire, plein de choses à développer. Comment ça se fait que ça n'a jamais séduit le fluvial, Stéphane Demilly? Je pense que ce sont des investissements très, très onéreux. On en a parlé tout à l'heure. Mais pour revenir à votre question de départ sur l'emploi, si on veut, il faut savoir ce qu'on veut dans notre région. Est-ce qu'on veut créer de l'emploi ou pas? Et si on veut créer de l'emploi, faire venir chez nous des hubs qui sont à la fois fluviaux, ferroviaires et routiers, c'est bien entendu créer et se donner les moyens de réussir ce grand challenge de l'emploi. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc là, vous parlez des plateformes multimodales. Je prends l'exemple de Nel qui est dans ma circonscription. On peut voir la carte du projet. C'est une carte assez ancienne, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va s'organiser, les plateformes multimodales. Donc on est encore à quatre plateformes. On pourrait avoir des plateformes de Nel et de Noyon moins importantes. Je vais vous donner deux exemples précis. Nel a réservé 40 hectares pour ce projet, parce qu'ils y croyaient déjà il y a très très longtemps. On a des entreprises qui se sont développées, comme Tettenlai, comme Ajinomoto. On a fait venir avec Jean-Louis Borloo à l'époque du Grenelle de l'environnement une entreprise qui s'appelle Cogeban, qui va faire de la cogénération, qui devait d'ailleurs se faire livrer les grumes de bois par le canal. Patatras, le projet a été mis dans le tiroir. Ça, c'est un premier exemple. On peut développer un pôle agroalimentaire donc autour du secteur de Nel. Deuxième exemple, j'avais rencontré il y a quelques années Croisi Europe, qui s'intéressait également à ce projet pour du développement touristique. Alors, si ce n'est pas de l'emploi, je ne sais pas comment on peut appeler cela. On va pouvoir faire du tourisme à côté des très gros bateaux. Mais bien sûr. Ça se fait d'ailleurs. Ça se fait sur des grands fleuves. Non, je crois qu'il est important de signaler qu'effectivement, toutes ces infrastructures structurantes, par exemple, toutes les villes qui ont accueilli une gare TGV, toutes les autoroutes qui se sont développées, amènent à chaque fois à de la création d'emplois assez importante. Sur le long terme, j'y crois moins sur le chantier, mais j'y crois sur le long terme. En plus, c'est quand même un mode de transport propre. Et ça, c'est important. Alors, je sais bien que l'investissement est important. Je comprends les réticences de ce côté-là de M. Porquier, mais je crois que c'est vraiment un mode de transport propre. Ça va créer des emplois. Ça va dynamiser toute l'économie de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et ça, je crois que c'est formidable. Ça doit vous faire bondir, Christophe Porquier. Non, mais j'entends, dans ce que j'entends, il y a aussi des choses qui sont de bon sens. Dire qu'il faut aller dans le développement du fluvial, moi je suis d'accord. Aller aménager l'Oise en partie pour que ça se passe mieux, oui. Le canal du Nord, aujourd'hui, il n'est pas à saturation. On pourrait aussi l'améliorer pour aller au-delà des 5 millions de tonnes qu'il transporte déjà aujourd'hui. Maintenant, pour passer à 17 millions de tonnes, ce qui est quand même dépenser 4,5 milliards, c'est là qu'il y a un gap. Les plateformes, aujourd'hui, elles n'existent plus. Le rapport Pauvros les a enterrées. C'est un enterrement de première classe. Il n'y a plus qu'une plateforme qui subsiste encore. C'est celle dont M. Demilly a parlé, c'est celle de Nel. Et les autres, on ne sait pas qui va les financer. Et de toute façon, c'était assez illusoire de croire qu'on allait avoir 4 plateformes sur 100 km. Personne ne peut croire ça. Et Stéphane Demilly, est-ce que le rapport Pauvros a raboté les plateformes au point qu'il les a vidées de leur substance? Vous avez raison, il a réduit la voilure. La plateforme de Péronne est malheureusement passée à la trappe. Celle de Noyon est aujourd'hui en sursis. Donc il y a 2 grandes plateformes qui sont prévues, c'est celle de Nel et celle de Cambrai. Cambrai, ça intéresse quand même la Picardie. D'ailleurs, je rappelle qu'accessoirement, on est en train de réfléchir à un mariage entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Donc ça tombe bien, dans le panier du mariage, on pourra trouver le canal Seine-Nord-Europe, parce que ce qui se passe, bien sûr, également à Cambrai, ça nous intéresse. Mais alors justement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver s'il n'y a plus que 2 plateformes importantes avec une autoroute fluviale sans sortie et donc sans souplesse, ce qui ne pourra pas correspondre aux entreprises? Mais je crois qu'il est possible dans l'avenir d'aménager d'autres plateformes, à ma connaissance, et donc de développer toute l'économie liée au transport fluvial. Quand on voit le temps que ça prend déjà pour construire 2 plateformes, alors non, mais est-ce qu'on peut vraiment tabler sur une multiplication? La problématique, c'est l'infrastructure principale, c'est le canal. Après ça, y ajouter des équipements, parce que je pense qu'on manque aussi un peu d'expérience dans le nord de la France sur ces grands canaux et sur malheureusement la navigation fluviale. Je pense que l'expérience, l'économie qui va se développer va nous amener à imaginer d'autres utilisations. On parlait du tourisme tout à l'heure, mais je suis certain qu'on aura d'autres idées pour développer l'emploi, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. On parlait tout à l'heure d'utilisation de grumes de bois pour produire de l'énergie. Mais enfin, on pourrait imaginer d'autres solutions. Je crois que après ça, il sera encore possible d'aménager et de développer les infrastructures prévues. C'est du bois d'importation. C'est du bois d'importation et sur le canal, il sert à transporter essentiellement des matériaux de construction, c'est-à-dire qu'on va aller piocher dans les vallées alluvionnaires et les zones humides pour sortir des matériaux de construction, et puis les céréales. C'est quand même les 2 tiers du volume qui est transporté. Ça, c'est pas forcément après un développement local de l'économie. Importer du bois du Canada ou du Brésil
en Picardie pour le brûler, ce n'est pas un modèle de développement. On a 15 000 emplois aujourd'hui dans la filière bois en région Picardie. 40 000 avec la région Nord-Pas-de-Calais si on associe les deux. Et ben ça, c'est des emplois qui sont menacés par des projets qui vont se tourner vers une entrée de transferts internationaux par Rotterdam pour importer du bois sur le marché mondial. On a aussi aujourd'hui des plateformes déjà qui se créent sur le réseau existant. C'est Longueuil-Sainte-Marie, où c'est une plateforme qui se développe. J'étais il y a quelques jours à la Réunion au niveau de Saint-Leu, où il y a des plateformes avec des appareils assez importants au niveau de l'EDF qu'on peut déplacer par fluvial. Aujourd'hui, le fluvial, ça peut transporter des tas de marchandises qui ne seraient pas sur la route ou on ne bloquerait pas la 1. Nous, de manière générale, 1 litre, 1 tonne, 100 km au niveau carburant. C'est quelque chose qui est important. Donc, il y a des choses à développer. Et ça se fait gentiment. On va jusque Compiègne. Il y a eu des essais qui ont été faits, mais jusque Longueuil-Sainte-Marie, on va avec un convoi de 180 mètres aujourd'hui. On peut voir peut-être l'équivalence, 4400 tonnes, un convoi grand gabarit, l'équivalent d'une grosse centaine de camions. Parfois, on a dit 200. Bon, voilà, on va dire une grosse centaine. Et l'équivalent de 3 trains. Donc, forcément, c'est beaucoup. Mais est-ce que c'est une garantie contre les emplois délocalisables ? Aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir aujourd'hui des emplois qui vont être créés. C'est obligé. On peut pas faire autrement en développant ce moyen de transport. Je ne peux pas laisser passer la diapo que vous projetez. 4400 tonnes égale 100 camions égale 3 trains. On a l'impression que c'est mécanique. C'est le chiffre de la Chambre nationale de la batellerie. Hein. Oui, c'est sûr qu'en volume comme ça, c'est absolument vrai. Mais dans le détail, il y a 10% du volume transporté qui est en conteneur et qui donc peut être transformé depuis des camions. Donc 10% du volume seulement qui peut passer du camion. Et quand on regarde les grands canaux de type Rhin-Main-Danube, qui est à peu près l'équivalent du canal Seine-Nord, c'est 1%, moins de 1% qui correspond à des conteneurs. Autant dire que ce qu'on va prendre sur la route, c'est infime. Ça correspond à même pas une petite partie de la journée du trafic de l'autoroute 1. C'est rien du tout. Alors que on a d'autres solutions. Le rapport évoquait quand même 500 000 camions par an. Donc ce n'est pas rien. Si c'est une goutte d'eau, elle est vraiment très très grosse. Ce qui équivaut à quelque chose comme, j'ai les chiffres ici, de 250 000 tonnes de CO2 par an en moins également. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vos collègues du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais sont très favorables à ce projet. Et c'est ce qu'a demandé le Premier ministre. Il a souhaité qu'on ne fasse pas de politique politicienne autour de ce projet et que tout le monde, ensemble, nous puissions pousser pour la création de ce canal Seine-Nord. Parce que quasiment tout le monde reconnaît l'intérêt géostratégique de relier les 20 000 km de réseau fluvial entre nous. Christophe Porquier, vous avez une bisbille avec vos voisins du Nord-Pas-de-Calais Non, on a une motion nationale qui dit la même chose que ce que je dis là et qui est tout le monde d'accord. Et nos élus d'Île-de-France aussi ont contesté la priorité de ce choix par rapport au leur. Non, mais on ne peut pas dire comme ça qu'on va remplacer autant de camions. C'est pas si mécanique que ça. On a l'impression que vous êtes contre la création de nouveaux flux. Ah non, absolument pas. Moi, je pense qu'il faut développer le fluvial avec le réseau existant, le modernisant, et le réseau ferroviaire, parce qu'aujourd'hui, le canal, il est concurrent du ferroviaire en réalité. Mais on est d'accord que le grand gabarit, il y en a partout en Europe et qu'en France, on est en retard. Donc il faut bien qu'on se mette à la page. Sébastien Ormond. Moi, je pense qu'on est dans la complémentarité. Quand je regarde la plateforme trimodale qui se situe de mémoire quelques dizaines de kilomètres au sud de l'île, on est une plateforme qui a créé énormément d'emplois, qui a attiré des entreprises et qui est complémentaire. Est-ce que justement ce canal ne peut pas, comme disait Christophe Porquier, permettre de transporter des marchandises qui seront fabriquées ailleurs et non pas en Picardie et donc du coup ne pas créer d'emplois en Picardie ? Bon, je crois que de toute façon, les moyens de transport existent déjà. Donc, si on veut faire fabriquer quelque chose ailleurs, on le fait déjà. Ça coûtera cher d'utiliser le canal. Donc, ça voudra dire de grosses quantités. Les voies maritimes depuis la Chine, de toute façon, sont déjà très bien exploitées. Donc, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Il ne faut pas le voir comme une peur, il faut le voir comme une opportunité. Enfin, si j'applique et multiplie votre raisonnement, il ne fallait pas non plus créer la voiture, créer le camion et créer le train, parce que c'est la même chose, on peut aussi partir vers l'extérieur. La question est centrifuge ou est centripète. Enfin, pour revenir à la question du financement dont on parlait tout à l'heure, l'Europe va donner son accord, je pense, dans les semaines qui viennent, pour un financement à hauteur de 40%, ce qui est exceptionnel. Si on ne saisit pas, si on ne dépose pas le dossier très rapidement, on va passer à côté de ce financement. Michel Dourlan. Oui, pour une fois qu'on peut avoir des financements pour le fluvial au niveau de l'Europe, prenons-les. Depuis des années qu'on n'a quasiment rien fait pour le fluvial, c'est clair. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. En quelques mots, combien de temps pour revenir sur l'investissement, sur ces 4,5 milliards ? Combien de temps ça va nous prendre avant de savoir si ça a été rentable ou pas ? 900 ans pour, avec les... Oui, à peu près.
900 ans pour avoir un retour sur investissement. Vous savez, le transport fluvial existe depuis le réseau Freycinet. Je pense qu'il est largement amorti. On aura le temps de reconstruire d'autres qu'on n'aura pas amorti celui-là. Et est-ce qu'on parle de retour sur investissement sur la dépense sociale française? Aussi. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission Une perspective à 900 ans. Ça va, je pense qu'on est assez ambitieux. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. On se reverra sans doute sur le plateau de France 3 Picardie avant de voir ce canal sortir de terre. La semaine prochaine, Florent Loiseau sera de retour pour une nouvelle Voix libre spéciale politique. Il recevra Xavier Bertrand, député maire UMP de Saint-Quentin et candidat à la primaire de son parti pour la présidentielle de 2017. Le parti, les affaires, le retour de Nicolas Sarkozy, ce seront quelques-uns des thèmes qui seront abordés. Et Florent Loiseau sera là justement dans un instant pour le journal régional. Je vous souhaite un très bon après-midi et à bientôt.